Claire Chazal, célèbre mais inconnue, bourgeoise mais transgressive. Derrière la blondeur froide, le feu couve sous la glace. Et l'émotion traverse le mur de pudeur. Ce soir, sur le divan de Marc-Olivier Fogiel, Claire l'officielle laissera-t-elle place à Claire l'intime ? Ça va plutôt bien quand j'entends déjà Vivaldi l'été. On a envie de danser, d'avancer. Ça va. Bonsoir Claire. Bonsoir Marc-Olivier. On va pas se regarder pendant l'émission, ça va pas être possible. Déjà que ça va être très dur pour moi de la faire, cette émission. Une seconde. Voilà. Après c'est promis, on se regarde plus. D'accord, on essaye. On va essayer. Je suis très heureux que vous soyez là. Moi Dernière invitée de la saison 1. Pour moi, certainement, donc l'émission la plus dure à faire. Les vrais psys disent qu'ils ne peuvent pas prendre en charge quelqu'un de leur famille. C'est un peu ce qui m'arrive ce soir. Puis l'autre difficulté, c'est que vous n'aimez pas les psys. Je ne sais pas si je ne les aime pas. Je suis sûre qu'il y a souvent une grande utilité, même une exigence, une nécessité, sûrement, d'aller les voir. Mais moi, je n'ai pas eu l'envie d'avoir ce dialogue si particulier, au fond, ce monologue. J'ai besoin d'avoir des réponses, d'avoir quelqu'un qui me parle aussi, finalement. Pourtant, vous pensez en avoir besoin ou pas ? Sûrement. Oui. J'ai eu besoin, d'ailleurs, déjà, dans ma vie, d'aller parler à des gens extérieurs, des gens qui ne me connaissaient pas, qui avaient un regard professionnel sur moi. Mais encore une fois, je voulais être en face à face, je voulais les regarder, je voulais qu'ils me dirigent, je voulais qu'ils me guident aussi par des mots, qu'ils me rassurent, évidemment. Et l'analyse, je crois, fournit autre chose, propose autre chose qui me faisait peur, qui était trop longue, un trop long travail. Mais j'ai eu besoin, oui, bien sûr. J'en ai eu besoin dans ma vie, oui. Vous en avez parlé au magazine Psychologie. Vous avez dit chaque fois que j'y suis allé pour parler... En fait, je parlais de mon fils, parce que j'en avais besoin, mon fils François. Je pleurais sur moi-même et le psy me disait « Votre fils va très bien, mais vous, en revanche, c'est moyen ». Oui, j'ai eu l'envie, enfin, ou en tout cas, je me suis dit que être mère, ce n'est pas forcément facile. Et je me suis dit que j'affronterais peut-être certaines choses de façon plus intelligente face à cet enfant, avec les conseils de quelqu'un qui était une femme, qui est toujours une femme, avec qui j'ai parlé plusieurs fois, assez souvent, toujours toute seule évidemment, sans l'enfant. Et je crois que la plupart du temps, c'était de moi que je parlais. Et c'était pas toujours facile, effectivement. On va essayer de parler de vous ce soir, Claire ? Oui. Avec les moments faciles, les moments moins faciles ? Voilà. Nous en parlons souvent, Marc-Olivier, mais... Alors, on va essayer d'en parler dans ce qui est possible d'en dire, en tout cas. Ce qui est bien, c'est que les téléspectateurs vous connaissent depuis toujours. Donc, il n'y a pas besoin de vous présenter. En même temps, ils ne vous connaissent pas vraiment. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement forte, mais il y a aussi des faiblesses. On va essayer d'explorer tout ça. Votre ami, Philippe Tesson, dit « c'est le feu », Claire Chazal, alors que les téléspectateurs ont une image de temps en temps un peu froide, même s'ils commencent maintenant, évidemment, avec le temps à vous connaître. Je vais d'abord vous expliquer, Claire, pourquoi je vous ai invité. Si je vous ai invité, c'est que... Eh bien, c'est que je me suis dit que les téléspectateurs de vos journaux télévisés allaient enfin pouvoir découvrir que si à 20h vous êtes en position assise, dès 23h vous vous retrouvez en position allongée. Et ils allaient en même temps découvrir que vous avez des jambes, et pas n'importe lesquelles, des jambes de danseuse. Et ça, c'est une bonne raison, en tout cas c'est la première. Autre raison, vous êtes culturo-dépendante. La danse, vous la pratiquez au quotidien. Le théâtre et les ballets, vous vous y rendez tous les soirs. Et les livres, c'est pour les quelques heures restantes de la journée. Alors finalement, qu'allez-vous chercher dans ces jardins secrets qui tentent à tout vampiriser ? Ce qui m'a également poussé à vous inviter, c'est que vous n'êtes pas celle qu'on croit. L'expression femme libre étant un cliché, celle de femme actuelle déjà déposée, je dirais que vous êtes une femme indomptée. Hey, play it.
Et là, tu vas venir jusque-là et... Derrière l'héroïne hitchcockienne à l'apparence froide et mesurée, se cache une femme pour qui l'amour est forcément éphémère, sauf celui passionnel qui vous lie au vrai homme de votre vie, votre fils. Alors, est-ce la réponse à une enfance classique, bourgeoise et pleine d'austérité ? Autre raison, comme le dit la fameuse réplique, je n'aime pas dire du mal des gens, mais vous êtes gentil. La preuve, votre journal télévisé est un havre de paix, pas d'interview coup de poing, mais le choix de la douceur dans les questions posées. Est-ce qu'au fond, et on l'a dit, certains l'ont dit, vous n'avez pas fait un acte manqué, c'est-à-dire ces dérapages qui, tout d'un coup, font s'écrouler une carrière, font basculer la vie d'un homme. Alors Claire, à quel point est-ce que ça vous ferait violence de faire parfois un peu plus mal ? Et puis la dernière raison, ce sont plusieurs questions. Qu'est-ce qui vous fait douter à ce point de vous, alors que vous êtes connu, reconnu, entouré et même admiré, et que depuis 23 ans, vous semblez indéboulonnable ? Et puis surtout, comment avez-vous réussi à dissimuler derrière le regard concentré et insondable de la journaliste Claire Chazal, les yeux mélancoliques et parfois même embués d'une femme en clair-obscur ? Qu'est-ce qu'il faut dire, Marc-Olivier ? Ce que vous voulez, Claire. On va peut-être commencer par votre dépendance à la culture, d'une certaine manière. C'est ce qui vous constitue le plus, peut-être la culture, la relation presque addictive que vous entretenez avec elle. Et ça dit des choses de vous. On commence par ça ? Oui, volontiers. Dans le désordre, je pense que j'ai grandi dans une assez grande exigence intellectuelle. Un milieu culturel, non, parce que mes parents étaient plus des... D'abord, ma mère était professeure, mon père a passé l'agrégation de philosophie, l'ENA, et ils étaient dans les livres. C'était ça, au fond, leur centre d'intérêt, et ce qu'ils partageaient d'ailleurs ensemble, tous les deux. Et moi, j'ai aimé ça, tout de suite. Mais après, je me suis émancipée de cette éducation et j'ai exploré, alors vraiment, le champ du spectacle vivant, du théâtre, de l'opéra, de la musique et évidemment de la danse. Et on apercevait quelques instants de cours que je suis tous les jours avec Wayne Barrs. Et c'est vrai que c'est sans doute ce que je préfère et ça m'a baignée toute petite. Et aujourd'hui, c'est une passion que je vais souvent assouvir dans un cours et surtout admirer sur une scène. Renaud Deneuilleux-de-Vabre, ancien ministre de la Culture, votre ami, nous a dit aujourd'hui, elle ne serait pas ce qu'elle est sans la danse, c'est-à-dire quelqu'un dont on a l'impression qu'elle commence sa carrière. La danse a aussi un lien avec la rigueur de son métier, la discipline intellectuelle et physique. Oui. La danse, c'est tous les jours, et pour vous, vous avez besoin d'éprouver l'effort, voire la souffrance. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que j'aime cette discipline, cet art. Il y a ça, il y a la nécessité de se tenir, de se dépasser. Il y a cette discipline-là et cette exigence-là, et j'aime ça. Il y a sûrement un côté maniaque chez moi. C'est ce que j'ai toujours fait, c'est ce que j'ai toujours recherché. Mais il y a aussi, et c'est pour ça que j'aime ce moment, cette dimension artistique, cette recherche du beau geste, de la belle attitude, cet accord avec la musique. Et c'est ça qui me remplit. C'est donc à la fois faire progresser son corps et au fond à tout âge, et c'est évidemment ce que je peux constater chaque jour, pratiquement. Je pense, oui, enfin, même à un âge avancé, finalement. Et c'est ce qui me rend pleine de gratitude vis-à-vis de ce professeur de danse, et ce qui me remplit souvent, c'est que j'ai l'impression d'un tout petit peu de progresser, de continuer aussi à trouver un geste un peu plus joli ou un peu plus sûr. Au risque de vous faire mal. Oui, au risque de se faire mal. Mais pas mal comme on peut se froisser un muscle, mal au point d'aller vers la souffrance. Il y a deux souffrances. Il y a une souffrance physique, bien sûr, mais je ne peux pas l'éviter. Je me lève et je sens mon corps. Donc, de toute façon, je préfère aller l'exercer et l'assouplir. Et puis, il y a une deuxième souffrance, c'est la frustration, c'est-à-dire c'est de ne pas en avoir fait mon métier. Parce que c'est ce que j'aurais tellement aimé faire. Et je l'éprouve un peu chaque matin. Pour ça, il aurait fallu que vous émancipiez encore plus de cette éducation assez rigide que vous avez eue. Finalement, la scolarité que vous avez menée jusqu'à HEC a fait que, après, c'était plus difficile de bifurquer. Mais on va continuer sur l'exigence de la danse. D'abord, on va vous voir danser
évidemment. C'est plus difficile. Mais... Dans ses cours, et puis aussi sur TF1, parce que c'était audacieux. J'ai aucun souvenir de ce... Je revois ces images et elles ont été prises il y a un certain temps d'ailleurs au cours de danse, donc je pense qu'il y a quelques progrès depuis. Voilà, et je sens tout ce qui est tendu et raide et pas du tout naturel, surtout dans le bras. Et c'est ça la recherche au fond. Voilà ma recherche aujourd'hui. C'est bien sûr d'être plus souple et d'exercer le corps, mais de retrouver un naturel dans les mouvements, de lâcher des choses. Parce que moi je suis, c'est vrai, quelqu'un de tendu, d'un peu obsessionnel, de maniaque. Et je voudrais retrouver le naturel. Ça, c'est vrai. Obsessionnel, tendu, maniaque. Oui, c'est vrai. J'aime un corps tenu, j'aime un corps qui fait cet effort d'effacer le temps. Vous parlez beaucoup d'efforts. Brigitte Lefebvre, qui a dirigé l'Opéra de Paris, elle dit « Elle ne se répand pas, elle a une tenue personnelle, le maintien de la danseuse, le maintien qui va avec l'effort. » C'est gentil. L'effort, c'est ce qui m'a habité depuis l'enfance, oui, je pense. Enfin, je crois que j'ai entendu mes parents surtout parler d'effort, surtout parler de travail, surtout parler de discipline qui va seule produire une récompense. C'est comme ça que j'ai été élevée. Le revers de la médaille de ça, c'est éventuellement le manque de légèreté. Oui, incontestablement. Et ça vaut pour l'incapacité sûrement à profiter d'un moment de rien, d'une pause, d'une oisiveté, d'une contemplation. Et j'ai sûrement beaucoup de mal à vivre ces moments-là, oui. On va continuer avec la culture, mais la culture qui dit des choses de vous, hein. La preuve, c'est pour ça qu'on tire cette pelote-là. L'écriture, on en a parlé, vous avez écrit 2 livres. Vous dites que c'est votre statut qui vous a permis de les écrire. Sans votre statut, vous n'auriez pas été publié, vous pensez ? C'est-à-dire que, bien sûr, mon statut m'a non seulement permis de les écrire, c'est-à-dire qu'au fond, moi, j'ai pas eu de mal à trouver un éditeur. Et c'est mon statut aussi qui m'a poussée à écrire, d'une certaine façon. Parce que, pour moi, la télévision, j'ai souvent considéré que ça ne laissait pas une trace profonde ou que ça ne laissait pas une trace durable. Et que j'avais envie d'inscrire, de m'inscrire un peu plus dans la durée, de voir ce que j'étais capable de faire. J'ai toujours entendu dans ma famille que l'on valorisait l'écrit, et j'aimais les livres pour ça, et mes parents aimaient ça. Et d'une certaine façon, la télévision nous ramenait vers le superficiel ou vers le non profond. Et ce que je voulais démontrer, c'est qu'il y avait aussi ça en moi, une capacité à écrire, oui. Oui, je porte très haut la littérature. Cette admiration fait que j'ai eu envie d'essayer. Et la pour me prouver à moi-même que j'étais capable, que je n'étais pas que une journaliste de télévision. Je ne le dis pas avec mépris, hein, mais c'est une façon éphémère de s'exprimer. La démonstration est probante ? Je sais pas. Alors ça, je peux pas dire, je sais pas. J'ai pris du plaisir à écrire. J'aime bien ça, j'aime assez ça. Les critiques ? Il y a eu des critiques, évidemment. Et il y en a eu qui étaient justifiées, d'autres plus injustes, mais ça, surtout pour le 2e roman. Et je pense qu'il y avait des faiblesses et que j'aurais dû, alors pour le coup, travailler certaines choses davantage. Mais en même temps, il y a eu sûrement des critiques injustes. Voilà, je sais pas. J'ai écrit ces livres. Je ne pense pas du tout être une romancière, ni évidemment un écrivain.
Mais j'ai puisé, j'ai plongé un peu dans la fiction. Je me suis plongée dans la fiction. Et voilà. La fiction, on a parlé de la danse, on a parlé de la littérature que vous placez au-dessus de tout et qui dit aussi quelque chose de vous, puisque ça vous ramène à l'enfance et à l'exigence de vos parents. La fiction, comédienne, vous avez joué votre propre rôle dans 11 films, je crois, notamment en 2012. Ah oui. JC comme Jésus-Christ, c'est juste amusant pour le clin d'œil, on en parle après. Jean-Christophe Kern, vous êtes conscient du magnétisme que vous exercez sur les femmes? Bon, je me l'explique pas, mais en tout cas, je crois pas en abuser. Alors, il y a eu une Palme d'Or à 15 ans, un César à 16 ans, ça fait évidemment beaucoup de succès. Est-ce que parfois vous avez peur de l'échec? Bon, on a tous peur de l'inconnu, non? Et qu'est-ce que ça vous fait quand on vous appelle le Justin Bieber du cinéma? Bah, si notre point commun n'est pas la coupe de cheveux, j'y vois aucun inconvénient. Alors, il me reste à vous remercier de nous avoir accordé cet entretien, Jean-Christophe. Merci beaucoup. Bah, c'est moi. Et vous permettez? Je vous trouve très charmante, Claire. Merci. Ça, c'était une participation assez loufoque. Hein. On peut le C'est un dire. petit détournement du métier. Oh, je pense qu'on peut se l'autoriser de temps en temps, mais ça m'est arrivé assez souvent, oui, de faire des journaux pour les besoins d'un film. Oui. Mais y aller un jour, vraiment passer le pas, on peut l'imaginer? Vous vénérez tellement tout ça. J'aimerais beaucoup, moi. Je l'ai déjà dit, je m'en cache pas. J'aime beaucoup le cinéma, j'admire beaucoup ce métier de comédien et de comédienne. J'adorerais ça. Je m'en suis un peu approchée avec des lectures qui sont pas le jeu, c'est pas tout à fait la même chose. On s'appuie sur un livre ou sur une brochure, sur un texte. Mais quand même, j'ai exploré des univers de fiction, des univers sentimentaux, des univers littéraires. Et ça m'a beaucoup plu. Tourner dans un film, ça peut même être une reconversion? J'aimerais bien. Même un rôle très loin de moi. Mais peut-être surtout un rôle très loin de moi, d'ailleurs. Mais ce n'est pas mon métier. Et voilà. Mais vous seriez capable de prendre le risque? Je pourrais prendre le risque, oui. 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 Si le projet m'intéressait, me plaisait, m'attirait, oui. Des lectures, vous en avez faites, Oui. et notamment donc à Grignan, mais pas que. Regardez celle-là. J'étais inquiète pour un regard, un mot, un silence. Mais je disais, vous êtes libre, car je ne veux pas qu'on reste par contrainte. Et je voudrais bien qu'on reste quand même. Seulement, je comprends tellement bien qu'on ne m'aime plus, que je trouve sot de ma part tout effort pour lutter et retenir. Cet effort serait si vain que je ris de moi, à la moindre velléité de protester. Toi, jalouse? Ah non, ce n'est pas pour toi. Ne dis rien. Ce que tu obtiendrais, ce serait un sourire, quelques paroles d'apaisement douloureuses. Et il s'en irait quand même. Aussi vite, pas plus vite. Alors, vous êtes libre. Ça, c'était la première lecture que j'ai faite. Effectivement, c'était un très beau livre de Marcel Sauvageot qui s'appelait « Laissez-moi ». C'est une femme libre des années 30 qui explique à l'homme qu'elle aime, qui lui va se marier, qu'elle en est évidemment brisée, mais qu'elle ne veut plus entendre parler de cet homme. Donc elle expérimente son autonomie, c'est sa volonté qui parle, même si elle souffre. J'ai trouvé ce texte très beau. Et je l'avais lu effectivement à Grignan. Et après, grâce à Anne Rothenberg, metteur en scène, on l'avait monté au Petit Théâtre de Paris. C'était ma première expérience. Que vous avez du mal à regarder au début J'ai de beaucoup de l'extrait. mal à regarder, oui, parce que je trouve ça très mauvais. Tout est mauvais pour moi, la danse, tout ça. Enfin, quand je me vois, évidemment, j'ai tellement l'habitude d'aller voir des vrais danseurs, des vrais comédiens, que je vois toutes mes limites. Mais bon, c'est comme ça. On s'arrête 30 secondes là-dessus, sur cette façon en permanence de se dévaloriser et qui est dans une forme d'incompatibilité quand on regarde la réalité de votre parcours, parce qu'en même temps, ça ne vous arrête pas, mais il y a un sentiment d'illégitimité un peu permanent. Ouais. Bah oui. Il y a sûrement des doutes. Mais de toute façon, c'est très difficile de voir son image, je pense, pour n'importe qui. Je crois que c'est très difficile d'avoir ce reflet.
c'est très très compliqué quand on recherche une excellence, quand on a une exigence, on trouve évidemment, on ne voit que les défauts. Voilà. Et votre parcours, ce que vous êtes, vos amis, ça vous rassure pas sur vous-même, Claire? Non, mais on est comme ça. On va essayer de comprendre ça. Heureusement, il y a Philippe Besson qui va nous aider à le faire. Ça, c'est un clown, lui. C'est un clown. Philippe, évidemment, est avec nous, votre ami, écrivain, dramaturge, scénariste, critique littéraire. Bonsoir Philippe Besson. Bonsoir. Ce rapport obsessionnel de Claire à la culture, vous l'expliquez comment? Alors, je pense que c'est assez simple. Elle a une sorte de goût immodéré pour les artistes, pour la création, une vraie curiosité. Je pense que d'ailleurs, comme elle a une curiosité des autres, quand vous avez une curiosité des autres, vous avez forcément un goût pour la culture. Je crois que c'est quelqu'un qui a besoin d'admirer aussi. J'ai été évidemment touché par le moment d'émotion qu'on vient de vivre. Et ce soupçon d'illégitimité qu'elle fait peser sur ses épaules en permanence, il est lié effectivement à son exigence et à cette admiration qu'elle a pour les artistes. C'est-à-dire qu'elle porte tellement haut les danseurs, les chanteurs d'opéra, les comédiens, les écrivains, qu'effectivement, elle se sent toujours un peu à côté ou en dessous, ce qui est idiot. Parce que au fond, moi, j'ai très souvent avec elle des conversations sur ces questions, et c'est toujours à hauteur de Dieu. C'est-à-dire que moi, je cherche ses conseils. Quand je publie un livre, elle est une de mes premières lectrices et son opinion compte profondément. Et d'ailleurs, cette opinion, elle est pas toujours favorable. Il lui est arrivé de me dire, écoute, t'as pas assez travaillé, il faudrait que tu bosses un peu plus. Donc, elle est à la fois extrêmement généreuse et en même temps, elle a un regard tellement aigu qu'elle voit des choses. Elle est en éveil permanent, en éveil artistique permanent. Donc, pour quelqu'un comme moi, c'est une bénédiction. Donc moi, j'essaie de lui dire que quand on a ce matériau-là, cette richesse, ce regard, ce désir, il faut accepter qu'on fait soi-même partie de cette famille. Donc elle est dans la famille. Claire. Voilà. Ça, c'est gentil, Philippe, de me dire ça. Ça me touche que tu me dis, de me dire que j'appartiens à cette famille. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce que j'aime beaucoup. Je pense que la culture, au fond, non, pas la culture, l'émotion que procure la culture est la seule chose. Non, est une des rares choses qui me permettent, ou qui nous permettent, mais qui me permettent d'oublier ma condition de mortel. Je pense que c'est la chose qui me permet de partir ailleurs, qui me libère de mes angoisses, qui me fait surmonter des épreuves. J'ai le sentiment de sortir de ce monde où on est évidemment ramené à la médiocrité, à la mesquinerie, aux difficultés, aux épreuves. Moi, je vais ailleurs avec ça. Et le partager avec un ami, évidemment, c'est encore formidable. C'est important, Philippe. La culture, seule façon de sortir d'un quotidien trop écrasant et trop angoissant. Vous avez ce regard-là sur Claire? Oui, bien sûr. D'abord, il faut savoir quand même que Claire, elle amène le tumulte du monde dans la maison des gens depuis 25 ans. Et le monde, il va pas bien. Et la France, elle va pas toujours très bien non plus, et autour de nous, on est plutôt cerné par les inquiétudes, les angoisses, la médiocrité, etc. Mais quand vous allez effectivement au théâtre, à l'opéra, comme je le fais souvent avec Claire, on s'assoit, on regarde, on écoute, on entend, on ressent, et on est ailleurs. Demain, Claire, si je la retrouvais à la tête d'une institution culturelle, ou si je la retrouvais dans le théâtre, ou si je la retrouvais dans une fonction publique dans laquelle elle serait en charge de culture, je ne serais pas surpris. Merci Philippe Besson. J'espère. Merci Philippe. Je t'embrasse. Moi aussi. Vous dites j'espère, Claire? Oui, ça me plairait beaucoup, oui, bien sûr. M'occuper d'une institution culturelle, alors oui, il évoque ça, Philippe, il a raison. On en a souvent parlé d'ailleurs. Mais ça me plairait. Alors là, ça sera peut-être pour plus tard, on parle de reconversion, mais on va aller chercher dans l'enfance la vocation et essayer de comprendre comment vous êtes construite, on l'a dit, avec des parents
exigeant, et peut-être qu'il faut parler de votre père, fils d'un ouvrier communiste, lui-même travaille très tôt comme simple ajusteur. Il arrive à passer son bac, il devient instituteur, et à 30 ans, il intègre l'ENA, ce qui paraît absolument incroyable, le chemin qu'il a pris, le simple ajusteur ouvrier qui arrive à faire l'ENA. Ça dit beaucoup de lui et de vous. Ça dit énormément, oui, de mon père. D'ailleurs, ma mère a eu un parcours assez équivalent, mais mon père, fils d'ouvrier, dans une famille de 6 enfants où on ne savait même pas que le bac existait, a eu, c'est vrai, une espèce de courage fou, même d'envie de sortir de son milieu. Non pas qu'il le méprisait du tout, mais juste il avait envie de faire autre chose. Et comment lui est venue cette envie, comment lui est venue cette force? Je ne le sais pas, je ne le sais pas. Et il l'a fait. Donc ils sont partis l'un et l'autre de leurs familles respectives. Et pour vivre en dehors financièrement, ils sont devenus instituteurs. Ils étaient sûrement très doués pour les études, les deux. Et mon père et ma mère aussi d'ailleurs ont suivi des études parallèlement à la fac. À l'époque, ils étaient instituteurs dans un petit village d'Auvergne et le seul jour où ils pouvaient aller à la faculté de Clermont-Ferrand, puisque c'était c'était le jeudi, et le jeudi, c'était des cours de philosophie, et ils ont suivi ça l'un et l'autre. Mon père a passé l'agrégation de philosophie, il l'a pas eu parce qu'il fallait du grec, il fallait des langues anciennes, et après, il a passé l'ENA. Et il est devenu haut fonctionnaire, et ce parcours qui a toujours été, qui a forcé l'admiration, c'est vrai. Mon père avait une détermination et une bienveillance. Il avait un regard bleu, à la fois très décidé, très volontaire, et en même temps assez tendre, bienveillant, oui. Pour ceux qui vous ont caricaturé à un moment donné avec une image de bourgeoise, vous êtes très loin. Vous venez d'un milieu modeste, que vous venez de nous décrire, très très loin de la bourgeoisie du 7e arrondissement. Oui, oui, je crois. Oui. Bah non, c'est des faits. Mes parents, en tout cas, étaient vraiment d'un milieu très pauvre. Et mes vacances d'enfance en Auvergne, je les passais chez mes grands-parents. Et c'est vrai que c'était pas des conditions... c'était pas des conditions difficiles, c'était des conditions très, très modestes. Ça, c'est à Brousse, où ma mère avait été institutrice. Et la maison que nous louions était l'ancien presbytère. Et là, je me trouve sur le chemin. Je dois avoir, 2 ans et demi, quelque chose comme ça. Vous dites, Claire, je crois que l'on cherche toujours la reconnaissance de nos parents. On souhaite leur approbation et même encore plus. En fait, on voudrait qu'ils nous disent tous les jours qu'on est génial. Oui. C'est pas ce qui s'est passé tout le temps. Non, parce que je pense qu'il y avait beaucoup de pudeur à ce moment-là, que c'était une génération qui elle-même n'avait pas entendu beaucoup de mots, qui avait eu des difficultés, la guerre, les privations, en tout cas à se battre. Et eux-mêmes n'avaient pas sans doute été entourés de... Non pas qu'ils n'aient pas eu des parents attentifs, mais il n'y avait pas forcément de la douceur. Et ils n'ont pas forcément su ou voulu ou pu avoir ce soutien inconditionnel qu'on aurait aimé avoir, au fond. En quoi ça vous a manqué aujourd'hui ? Qu'est-ce qui reste de ça aujourd'hui ? Le fait que, comme vous l'aviez dit, on ne vous a pas dit « j'ai confiance en toi, mais fais attention ». Oui, je pense que gouverné par la peur, et je crois que c'est ce qui caractérisait par la force des choses mes parents. Non pas qu'ils n'aient pas ô combien surmonté cette peur, mais une peur de la vie. C'est-à-dire que ces parents-là n'avaient pas peur des épreuves de la vie, c'est-à-dire s'élever dans la hiérarchie, se battre pour obtenir un concours, etc. Mais c'est la peur de traverser une rue, c'est la peur d'un moment de détente, c'est la peur d'être tout simplement là. Et je crois vous parlez de vous, la peur de traverser une rue ? Et je parle de moi, oui. Mais je pense que ma mère avait ces peurs-là et qui se transmettent. C'est ça qui a, je pense, habité mes parents. Et vous ? Et donc moi. Je pense que quand je revois mon enfance, je me dis souvent que le mot qui a été le plus proche de mon état d'esprit permanent, c'est le mot peur. Je ne pourrais pas dire de quoi, mais une peur, oui, à surmonter.
quelle qu'elle soit. Ne pas avancer dans la vie totalement serein. Jamais, je crois. Enfin, à des rares moments, bien sûr, mon Dieu, heureusement, mais je crois que c'était tout de même l'inquiétude qui dominait. L'inquiétude de mal faire, la peur de ne pas réussir, la peur que mes parents soient mal, que ma mère soit malheureuse, que... Je m'inquiétais. Je m'inquiétais beaucoup. Alors pour ça, vous avez évidemment essayé de rassurer en faisant des brillantes études, Oui. en étant une excellente élève, mais c'est rien de le dire. Bonne élève, oui. Vous cherchiez l'approbation de vos parents, de ne pas aller vers peut-être la danse professionnelle. Vous avez cherché tout ça, de ne pas décevoir vos parents. Ça, je pense que de toute façon, je me suis dit que je n'étais pas assez douée pour la danse. Je pense qu'il fallait vraiment un don particulier. Mais puis j'aimais les études quand même, c'était ce que j'aimais. Mais l'idée, c'était de ne pas décevoir, oui. L'idée, c'était de... Et puis j'avais de l'orgueil. Hein. Je pense que ce que mes parents m'ont aussi transmis, c'était une forme d'orgueil. Dans votre livre, L'Institutrice, le roman, vous écrivez « Chez elle, il n'y avait jamais eu de démonstration d'affection, encore moins d'effusion de sentiments ou de mots d'amour. Entre époux, les gestes étaient bannis. Elle ne les avait guère vus s'embrasser. » Oui, c'est ce que j'ai vécu. J'avais des parents discrets, j'avais des parents assez peu démonstratifs, peu expansifs. Donc je guettais les moindres signes de tendresse et de sentiments, les manifestations. Il y en avait sûrement, il y avait un attachement. Mes parents, on se restait toute leur vie ensemble. Et au moment de la maladie de mon père, je crois qu'on pouvait sentir une très, très, très grande proximité, une fusion. Et au fond, voilà. Mais vous, l'enfant, vous auriez eu besoin de plus de démonstration d'affection? J'aurais eu besoin de plus de tendresse, oui. Oui. J'aurais eu besoin de plus de gestes. Oui. Et de plus de légèreté, vous avez dit qu'il n'y avait pas de place pour la recherche du bonheur. Légèreté, cela me manque. Et qu'aujourd'hui, vous allez chercher, dans ce monde de la culture, d'une certaine manière, cette vie de bohème, cette vie un peu plus chercher libre. Dans cette vie-là, et évidemment avec les amis. Alors justement, vous dites chercher avec vos amis, et justement, avec nous, une de vos amies les plus proches, puisqu'elle était avec vous au CP il y a 50 ans. Elle ne vous a pas quitté, elle fait partie de votre famille autre que vous êtes constituée. C'est Nathalie Sanson-Friedlander qui est avec nous. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Comment elle était, Claire, enfant? Elle était sérieuse. Elle a très bien travaillé, elle a fait HEC et elle est devenue Claire Chazal. C'est inimaginable parce que c'était pas écrit. Elle n'était pas rebelle, mais au fond, c'est la personne, et là, franchement, heureusement, je ne me vois pas, mais c'est la personne la plus libre que je connaisse. Mais la plus libre en profondeur, avec tous les risques de la liberté. Elle est d'une modernité absolue. Et la modernité, ça coûte cher, ça peut coûter cher. Donc elle est courageuse. Elle est libre et courageuse, et de temps en temps, c'est douloureux. Oui, c'est vrai. Je suis très touchée, évidemment. Je pourrais dire la même chose. Mais c'est vrai que l'une et l'autre, on incarne une génération de femmes qui avons expérimenté cette liberté, cette autonomie, cette indépendance financière, professionnelle que Nathalie expérimente aussi, bien sûr. Et tout ça a un prix, ce que tu dis est tout à fait juste, a un prix en termes de solitude, en termes de doute, de difficulté à accomplir sa tâche quotidienne, parce qu'on est seul à devoir faire le métier que l'on fait, devoir rapporter l'argent à la maison et à s'organiser. Et ça se paye, tout ça, oui. Mais c'est notre vie de femme de la deuxième moitié du XXe siècle. Et puis, nos enfants vivent autre chose. Pas toujours facile non plus pour les uns et les autres. Mais on a tracé un chemin, quoi. On a tracé une voie. Il nous manque un peu la douceur, voilà. On a encore cette grande chose à expérimenter, la douceur.
Je crois que le point commun qu'on a eu, Claire et moi, vraiment le grand point commun, c'est on est issus de parents d'après la guerre, enfin de la guerre, et c'est vrai que les priorités n'étaient pas forcément aux gestes, aux mots. Les priorités étaient d'avoir à manger, d'être propre et d'aller à l'école. Voilà. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'en plus de ça, il faut aussi les mots, la tendresse et donner la confiance et la bienveillance. Merci Nathalie, qui est également la marraine de votre fils François, dont on parlera tout à l'heure. Merci Nathalie, qui fait donc partie de, on peut dire ça, d'une autre famille que vous vous êtes constituée, Claire. Il y a cette famille dont vous nous avez parlé, avec évidemment que vous reniez pas, bien au contraire, mais dont vous avez eu besoin de vous émanciper, on va voir comment, et vous avez là une vie un peu de transgression, en tout cas par rapport à ce milieu-là, et vous êtes reconstitué une famille autour de vous, qui est en fait, ça, votre quotidien, plus que la famille de sang, une famille de choix. Oui, c'est une famille, c'est un sentiment d'appartenir à une famille, exactement. C'est ce que Nathalie disait, et c'est vrai, je les vois là, Brigitte évidemment, Gérard Laverne, qui est le parrain de mon fils, et ça, c'est mon ami de toujours. Nathalie, bien sûr, on l'a entendu, c'est mon ami d'enfance. Renaud, Donne-Dieu de Vabre, avec qui je passe énormément de temps aussi, qui est comme mon frère. Muriel Mayette, évidemment, avec qui aussi on a partagé tellement d'émotions de théâtre, et on continue. Ancienne administratrice de la Comédie Française. Pascal Ouzelot, un ami depuis très longtemps. Alors, on s'arrête là-dessus une seconde sur Pascal Ouzelot, qui a lancé la chaîne Pink TV. Oui. Où vous avez officié. On va parler de Philippe, d'Olivier et de Philippe Tesson aussi. Hein, on va parler de tous ces gens-là, si vous voulez. Comment vous expliquez cette proximité que vous avez avec la communauté gay, Claire ? Mais je ne l'explique pas. D'ailleurs, je ne cherche pas trop d'explications. Je la constate depuis toujours. Pascal Ouzelot, lui, il l'explique. Elle a beaucoup d'amis gays parce qu'elle a un intérêt pour les histoires familiales. Or, tous les gays ont une vie complexe et faite d'interrogations, surtout entre 14 et 20 ans. Elle a à la fois un côté amical et maternel. Ah, il a peut-être raison, oui. Ça m'intéresse, c'est vrai, ces destins humains. Mais je crois que c'est aussi le reflet d'une génération, et on le disait avec Nathalie, il y a eu l'émancipation de la femme, nous en sommes évidemment des archétypes, et puis il y a eu l'émancipation des homosexuels. Nous nous sommes côtoyés, nous étions attirés par les mêmes choses, par la même revendication de liberté. Donc naturellement, nous nous sommes côtoyés. Et c'était moi comme ça que j'ai passé mes soirées dès l'âge de 18-20 ans. À sortir de ce milieu qui était austère et rigide de vos parents à une vie beaucoup plus légère, qui festive, me correspondait, de liberté, d'autonomie, de fête. Alors, n'exagérons pas, je ne suis absolument pas une fêtarde, mais nous sortions beaucoup, nous allions évidemment voir des choses différentes aussi, au cinéma de Frédéric Mitterrand, les Olympiques Entrepôts, où Gérard d'ailleurs travaillait. Nous allions au 7 dîner, c'était la boîte où on croisait Yves Saint-Laurent, Nureyev, etc. La boîte gay de boîte Paris. Gay, bien sûr. Et puis nos amis ont eu cette vie de liberté, et beaucoup étaient homosexuels. Avec en plus la souffrance que ça a représenté dans ces années 83-4, ça c'est le départ, c'est-à-dire l'arrivée du sida, c'est-à-dire la fin de cette parenthèse enchantée, c'est 10 ans à peu près, je dis 10 ans, entre, mettons, 74 et 84, où nous avons, nous, exercé une liberté totale, où la contraception existait, l'avortement existait, il n'y avait pas de sida révélé encore. Et nous pouvions faire ce que nous voulions. Ce que vous avez fait ? Ce que j'ai fait. La liberté sexuelle, par exemple ? Oui, liberté sexuelle, bien sûr. L'idée du non-engagement, l'idée de relation sans forcément de lendemain. Parce que l'idée n'était pas de s'engager, mais d'expérimenter, de vivre une forme de liberté. Non, pas très loin. Non, très loin de vos parents. Mais oui, assez loin de mes parents. Mais je dois préciser qu'ils n'avaient, même s'ils étaient gardés, introvertis et sérieux, et c'est vrai, Nathalie a raison de le dire, ils étaient tolérants et ouverts sur le plan des mœurs, mais très ouverts. Voilà. Et je pense que... Ça veut dire que vous avez pu ramener un garçon à la maison ? J'aurais pu faire ce que je voulais.
Voilà, j'aurais pu faire ce que je voulais. Donc moi, j'ai exercé cette liberté. Et naturellement, mes amis étaient souvent gays, et le sont.